Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Fire Grill Montréal, rue Stanley, dans un endroit enchanteur. Et on ne peut mieux choisi. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être là et être de plus en plus nombreux aussi à nous suivre chaque semaine. Je vous présente nos invités. D'abord, à ma gauche, M. Gilles Lachapelle, du groupe du même nom. Bonjour, Gilles. Bonjour. Merci de venir prendre un petit café ce matin avec nous. C'est très apprécié. Salutations à Simon également, Villa-Gomez de PSI Plancher, du côté de Mirabel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? C'est une table Rive-Nord, on va le dire aujourd'hui, ou à peu près. Même chose pour M. Alain Latulippe de Latulippe Gestion de patrimoine. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Ah, qu'on a du succès autour de la table et on a du bon monde avec un grand cœur aussi, vous allez tout comprendre. On commence avec le reportage qu'on a réalisé avec M. Gilles Lachapelle il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. On est au groupe Lachapelle, au sein d'une entité qu'on connaît bien, Amel Honda, qui est le château fort, on va le dire. Hein? Entre autres, M. Gilles Lachapelle, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Valérie et Vincent, qui ont des airs de famille. Fils et filles, bien sûr, de notre ami Gilles Lachapelle. Merci de nous accueillir chez vous. Une très belle entité qu'on va apprendre à mieux découvrir. Ça a commencé comment? Pour Gilles, d'abord, la passion pour le domaine automobile. Écoutez, c'est suite, j'ai été dans le domaine des épiciers pendant quelques années. Par la suite, j'ai atterri dans le domaine automobile. Okay. J'ai eu la chance d'avoir un associé qui s'appelait M. Hamel à l'époque, dans lequel on s'est rencontrés pour Hamel Hyundai. Bien. Et par la suite, j'ai fait l'acquisition en partie d'Amel Honda. Et par la suite, il y a eu BMW et Mercedes. Bien. Et au courant des années 2012, on a eu des chemins qui nous ont envoyés dans des sources différentes. Nous, on s'est concentré plus sur les produits japonais. M. Hamel s'est concentré plus sur les produits haut de gamme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est deux très beaux groupes, deux belles réussites. Oui, tout à fait. Et c'était un beau privilège pour moi d'avoir cette chance-là aujourd'hui de rencontrer ces personnes-là et surtout d'accomplir ce qu'on a accompli aujourd'hui avec nos gens. Et on apprend à se découvrir soi-même à partir de là, au moment où justement les chemins se sont séparés. Qu'est-ce qui a été bâti toutes ces années-là? Puis on parle de quelle année en ce moment? Je vous parle de 93 à aller à aujourd'hui. Bien. Et je vous dirais que la formation du groupe a pris naissance plus à partir de 2012. Et les acquisitions ont eu lieu dernièrement, dont Mazda Laval qui s'est joint au groupe, Chaumet Toyota qui s'est joint au groupe et Saint-Rosenda qui s'est joint au groupe. D'accord. Mais ce qui est le plus important dans ceci, c'est surtout la culture qu'on a installée avec les années. Parlons-en, oui. Au travers d'Amel Honda et ce qu'on veut installer aussi dans le futur. Ça fait partie d'un défi au quotidien pour un ou des gestionnaires, Gilles, de plus en plus. Hein? Garder ces gens, la rétention du personnel, des cadres aussi, etc. Je pense qu'une entreprise où les employés ne sont pas impliqués ou ne sont pas reconnus, je ne pense pas qu'une entreprise va survivre bien longtemps aujourd'hui avec ce qu'on vit. Je pense que la main-d'œuvre aujourd'hui est essentielle à la réussite d'une entreprise. Et il faut d'abord aussi comprendre que si nos employés sont heureux, on va être capable de rendre nos clients heureux. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est une cause à effet de ce qu'on développe avec les gens qui sont à l'interne. Il n'y a pas de réussite si on n'a pas d'employés. Et ça a toujours été le nerf de la guerre depuis des années de s'assurer que nos employés sont bien, de s'assurer que nos employés sont reconnus. On travaille beaucoup avec des plaques de reconnaissance, les 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. On a des employés de 30 ans. L'an prochain, nos premiers employés de 35 ans. Dans le domaine automobile, c'est quand même assez particulier. Oui, c'est plutôt rare. Mais bravo. c'est ce qui fait la stabilité de notre entreprise, mais surtout le succès. Aucun doute là-dessus. C'est pour ça que les gens sont souriants comme ça. On va les faire travailler un petit peu, là, Valérie et Vincent. Je pense qu'on est chanceux aussi d'avoir des gens qui ont un bon sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise. Oui. C'est ce qu'on essaie de créer aussi avec les autres concessionnaires dans le groupe qu'on vient de s'adjoindre. Je pense que les gens qui travaillent ici sont fiers de travailler pour Amel Honda, puis ils rentrent le matin, sont souriants, sont de bonne humeur, puis sont contents. Donc, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui font les frais d'histoire de succès et on adore ça. Et souvent, il y a un élément commun.
quelques-uns, des gens qui sont donc des enfants deuxième, troisième génération dans certains cas, où on dit des fois on va aller voir ailleurs, mais on est bien chez soi. C'est un naturel, j'aimerais ça vous entendre pour tous les deux, parce qu'on ne peut pas juste suivre la lignée, il faut être heureux dans notre travail. Pour vous, ça ne fait aucun doute. Vincent, d'abord, ça n'a pas fait de doute dès le départ? Hein? Non, c'est sûr qu'on a grandi un peu dans le domaine quand on était jeune, disons. Depuis qu'on est tout petit, nos parents sont dans l'automobile. Mais c'est certain que c'est une passion qui s'est développée au fil des années puis qu'on adore, en tout cas pour ma part, que j'adore. Oui, hein? Pour Valérie, ça s'est passé comment? Bien, je pense qu'on a eu la chance d'avoir le métier très jeune, puis on a eu la chance d'avoir un grand partage aussi qui est, malgré le jeune âge, des fois, qui n'est pas nécessairement établi, puis qu'en vieillissant, on a grandi avec ça. On a appris, nous, la culture d'entreprise, bien sûr, par la famille, par Gilles. Puis au travers de ça, je pense qu'on a pu aussi se spécialiser, Vincent et moi, dans ce qu'on aimait aussi au travers le concessionnaire, puis trouver notre voie au travers de ça aussi là-dedans, dans le groupe. C'est intéressant quand on regarde, encore relativement jeune, évidemment, d'avoir tout ce bagage-là. C'est exceptionnel, d'avoir les enfants aussi qui travaillent, d'être issus de deux autres mondes complètement différents avant ça. On voit ça de plus en plus, des gens qui sont actifs et qui, les entrepreneurs, hein, les vrais, les gestionnaires qui, dans certains cas, changent complètement, évidemment, de domaine d'activité. Ça doit être très satisfaisant aussi, et surtout d'avoir amené, j'imagine, une partie de la culture, du bagage personnel à travers le groupe toutes ces années-là. Il y a une belle fierté, non? Oui, il y a une très grande fierté. Il y a aussi une satisfaction, mais je pense qu'en affaires, il faut surtout ne pas concéder une chose, c'est la passion de ce qu'on fait, de la façon qu'on le fait. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, j'ai cette chance-là. C'est aussi, j'ai eu une femme extraordinaire à la maison qui a eu la chance d'élever mes enfants durant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, le choix qu'ils ont fait, il leur a pas été imposé. C'est un choix naturel qu'ils ont fait. Voilà. J'avais pas d'attente. Parce que si on met une pression inutile pour que les enfants continuent, je pense pas que c'est la bonne solution. Il faut donner la chance aux gens de choisir. Et ça a été la même philosophie à l'intérieur de l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit nos enfants ou que ce soit nos employés, les gens ont des vies de famille. Il faut concilier ça aujourd'hui et c'est très, très important. Et quand une entreprise comprend ça, je pense que les gens développent un bon sentiment d'appartenance, une fierté. Le succès d'Amelanda, c'est un succès collectif. Hein? C'est un succès d'abord des employés, d'abord de la famille, mais il ne faut pas oublier que si Amelanda est rendu aussi loin en termes d'entreprise, ça va faire la 19e année qu'on va terminer numéro 1 en volume de vente, ce qui est extrêmement important. C'est grâce aussi à nos clients qui nous font confiance année après année, parce que de vendre une voiture, c'est d'une chose, mais d'en vendre plusieurs, c'est une autre chose. C'est vrai. Et la priorité chez nous, c'est d'abord satisfaire nos clients pour s'assurer de les garder à long terme. Un client, aujourd'hui, c'est un privilège d'avoir un client qui rentre chez nous. Et il ne faut pas juste le dire, il faut s'en rendre compte, puis il faut poser les gestes pour que les clients puissent s'en apercevoir aussi. Quand on dit que c'est une question de valeur puis de culture, hein, bien implantée et bien léguée au fil du temps, bien, on le croit très bien et on sait que c'est vrai. Merci beaucoup à vous trois, c'est un plaisir. Merci. Toujours trop court, en bonne compagnie, évidemment. Puis bravo, bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci. Très apprécié. Simon a sa question maintenant pour Gilles. Oui, Gilles, quels sont vos plus gros défis pour les prochaines années, les années à venir? En fait, dans l'industrie automobile, pour moi, les 5 prochaines années, le plus grand défi va être la ressource humaine. C'est de s'assurer d'avoir des employés qui sont heureux, des employés qui sont contents, être capable aussi d'attirer des gens qui viennent de l'extérieur, qui vont se joindre à nos équipes. S'assurer de leur donner une formation, s'assurer que ces gens-là ont le goût de venir travailler chez nous. Des gens qui vont être capables d'avoir assez de formation pour prendre les virages technologiques qu'on vit présentement dans notre industrie. Mais pour arriver là, il faut s'assurer aussi d'avoir des employés qui sont bien formés et qui aiment ce qu'ils font. Ah oui, c'est bien dit. Alain, maintenant, une question pour Gilles. Je suis amateur d'automobile. J'ai remarqué, Gilles, que dans votre industrie, il y a eu consolidation. On voit de plus en plus de groupes importants automobiles. Qu'est-ce qui amène ce phénomène? Les défis qu'on a à vivre au niveau de notre industrie, comme vous le savez, on a de plus en plus de manufacturiers, qu'il y a des programmes images qui se font, il y a des gros investissements qui doivent se faire. Le fait de consolider ou de fusionner, l'avenir, et on dit souvent le big data, d'avoir des banques de clients dans lesquelles on est capable de non seulement vendre une voiture, mais en vendre plusieurs. Donc, ça prend des alternatives, ça prend des choix multiples. Ça nous permet de garder un client à l'intérieur du groupe pendant 10, 15, 20 ans
et s'assurer que ce client-là, on va être capable de lui offrir aussi un service qui va être équitable, peu importe la concession, dû aux plans de formation qui sont mis en place à l'intérieur des employés. C'est ce qui fait que l'avenir passe par des groupes automobiles. Question de relève aussi qui est moins disponible dans certaines régions. Il se fait beaucoup d'acquisitions à l'extérieur. Rien n'est laissé au hasard. Tout est en de calcul. On essaie. Et tant Simon pour les pieds carrés et les mètres carrés, tant pour Alain dans son calcul au niveau de la richesse du patrimoine éventuellement. On sait que là aussi, c'est une affaire de chiffres. Hein? Peu importe de quelle façon on voit ça. On se tourne du côté d'Alain qu'on est allé rencontrer, évidemment, et on regarde le reportage. Bien accueilli chez Gestion Patrimoine La Tulipe par M. Alain La Tulipe lui-même. Bonjour Alain, merci de nous recevoir. Bien, c'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre organisation. Et c'est tout mérité, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Un beau bagage, on commence à quel moment? On va parler d'abord de l'intérêt pour le milieu en tant que tel. Ça remonte à combien d'années, ou à peu près? Bien, pour faire une histoire courte, puis les gens qui me connaissent, quand je dis je vais faire une histoire courte, ils savent que ça va être... Oui, ça risque d'être là. On est deux. En fait, je suis comptable de formation. Ouais. Et de dire à un autre comptable que j'ai arrêté de compter en 87, c'est une expression que les gens n'aiment pas. Mais en fait, je suis comptable de formation. Puis quand je dis j'ai arrêté de compter en 87, c'est que j'ai vu très rapidement au début de ma carrière que je me voyais pas avec une valise noire à roulettes à faire des états financiers puis rencontrer des clients 15 minutes par année à leur dire si on fait des profits ou des pertes. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la gestion financière, fiscale, successorale. Alors, très rapidement, j'ai bifurqué de la pratique comptable traditionnelle vers un département de planification financière, fiscale, successorale. Et maintenant, depuis une trentaine d'années environ. Qu'est-ce qui distingue, évidemment, l'entreprise ici, Alain? Après toutes ces années, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, vous voyez, on s'identifie... tout le monde clame être différent, bien sûr. Là. Oui. Mais... on croit être la seule boîte de gestion de patrimoine intégrée au Québec. J'ai toujours comparé le cube Rubik, donc les 6 facettes, avec celle de la planification financière, fiscale, successorale. Oui. En fait, si vous regardez, il y a 6 facettes sur le cube, puis en planification, il y a plus ou moins ces mêmes 6 facettes-là. Puis ce qui arrive, c'est que tout le monde étant spécialisé, tout le monde manipule le cube à sa couleur, selon sa spécialité, vous remet le cube. Puis finalement, il n'y a pas personne qui a une vue d'ensemble. On est ici, comme organisation, on est tous sous un même toit. C'est-à-dire que la base, c'est la planification financière, fiscale, successorale, qui est gérée par Gestion de patrimoine, La Tulipe. Et ensuite, on a La Tulipe Gerbert, qui est un cabinet de comptable. Donc, les clients viennent ici une fois que la planification est faite. Le bras droit, c'est un peu ce que le bras gauche est en train de faire, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai, ça. Donc, on est en mesure de produire les T1, les T2, les états financiers, et ainsi de suite. Puis lorsqu'on va convenir de stratégies qui conviennent, parce qu'il y a une partie du cube Rubik, il y a bien sûr une facette qui est la corporation, mais une autre facette qui est l'individu. Puis il faut s'assurer que les couleurs sont ensemble. Exactement. Bien, le bras droit, c'est ce que le bras gauche va faire, parce que si je fais une recommandation à un client, il suffit de voir ma collègue en comptabilité, puis on sait que les T1, les T2, si on va du dividende en capital, elle va savoir quoi faire, alors qu'avant, j'avais besoin souvent d'envoyer un mémo comptable. Souvent, avec le temps que ça demande aussi. Avec le temps que ça demande. Puis, vous savez, il y a personne, peu importe le professionnel de qui on parle, personne qui aime se faire passer une commande par un autre en se disant, bien, voici mon mémo de planification, votre temps de dividende, temps de CDC. Alors, j'en suis rendu avec le temps à m'inventer une expression qui disait des fois, tu peux avoir tort d'avoir raison, parce que juste parce que le client, ça faisait 15 ans qu'il posait la question à son comptable, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, le comptable arrivait avec des recommandations très génériques en disant, bien, généralement, un client dans telle situation, je recommande telle chose. Oui, une formule faite un peu à l'avance. Oui, générique, tu sais. Mais jamais de recommandation, jamais ça mettre la tête sur le bio à dire, bien, je pense que dans ta situation, compte tenu de tes finances personnelles ou tes objectifs, tu devrais faire telle chose. Parce que chaque cas est unique. Absolument. Évidemment, chaque cas, c'est du cas par cas. Puis ça démontre à quel point, même en le regardant en étant le plus objectif possible, que lorsqu'on a tous ces services-là sous un même toit, il n'y a pas de jeu de téléphone. D'abord, on est à une distance. Tout à fait. Pas besoin de repasser chercher le manteau. On est là. On est déjà arrivé. Et que les gens à l'interne, les professionnels, se parlent. Donc, le rendu, si on se permet l'expression, bien, il y a déjà une harmonie là, de tous les éléments. Pour vous donner un exemple concret, on a une stratégie globale, bien sûr orientée sur les valeurs plus que juste sur les besoins. Oui. On a ici quelqu'un qui est attitré aux valeurs mobilières. Donc, on suppose que, toujours dans l'objectif d'une planification globale, que le client, dans sa corporation, a des placements.
Donc, il y a des valeurs mobilières, que ce soit des actions, des obligations. Bien, d'avoir une gestion active de son portefeuille va amener un certain roulement, donc avec certains impacts fiscaux. Oui. Bien, souvent, ça se perdait. Alors ici, si on a une stratégie globale, puis qu'effectivement, on rachète des placements pour convenir à l'énoncé de politique de placement, bien, ça va créer du compte de dividende à capital. Caroline va être capable déjà de le prévoir au niveau des états financiers dans la préparation des T2. Voilà. Puis Bruno, notre avocat, lui, va avoir la commande de Caroline à procéder aux différents formulaires, puis entre autres, de faire une déclaration au livre des minutes pour le dividende à capital. Alors donc, c'est pour ça que auparavant, si on prend le cube Rubik, c'est une image que je vous donne, mais au départ, il y avait comme un petit Alain Latulippe à l'intérieur du cube Rubik qui regardait toutes les facettes, qui essayait de les mettre ensemble. Là où l'entreprise a changé depuis quelques années, c'est qu'on est une équipe de 14. Et puis souvent, les clients me demandaient, ils me disaient, Alain, tu connais tout de notre situation. Ceux qui me connaissent, je fais quand même beaucoup de sport extrême, de sport dangereux. Ils me disaient, un jour, tu vas te casser la gueule. Qui va prendre la relève parce que tu connais tout nos finances, puis ainsi de suite. Puis finalement, j'ai longtemps essayé de trouver quelqu'un pour me remplacer à l'intérieur du cube. Puis finalement, l'équipe de 14 qu'on est, c'est que tout le monde a une spécialité, d'une couleur du cube, mais tout le monde a conscience qu'ils font partie d'une équipe où chacune de leur expertise a une influence sur les facettes de l'autre. C'est un maillon de la chaîne. Chacun est un maillon. Oui, tout à fait. Donc, c'est une belle façon d'aborder aussi chaque nouvel individu qui gagne, évidemment, sa place au sein de l'équipe. Mais en même temps, c'est de bien comprendre que chacun de ces éléments-là, chacun de ces maillons-là, si on peut le dire comme ça, de ces couleurs, de ces facettes, bien, entre en activité, en interactivité rapidement. Puis on doit voir venir les coups, ou les épreuves ou les défis, on va dire comme ça, tous ensemble. Oui, il faut aider le client à atteindre ses objectifs, mais il faut le faire en respectant ses valeurs, en respectant ses principes. Et c'est comme ça qu'on a une planification financière, fiscale, successorale qui se tient à long terme. Alors, vous comprenez mieux pourquoi Alain Latulippe a fait Histoire de succès. Bien évidemment, on comprend. On est déjà à l'aise chez vous. On se sent déjà bien, Alain. Un grand merci. Bravo à la belle équipe, les gens qui sauront se reconnaître aussi, dont on n'a pas tous nécessairement mentionné les noms, mais qui contribuent également au beau succès de l'entité et de ses multiples facettes, on va dire comme ça. Comme le cube Rubik. Merci encore de votre intérêt dans notre entreprise. Merci beaucoup, Alain. Au plaisir. À son tour, pour Gilles, donc, de poser sa question à Alain maintenant. J'aimerais savoir, dans votre milieu, qu'est-ce qui vous différencie au niveau de la gestion du patrimoine versus la compétition qui existe un peu partout? Bien, vous savez, Gilles, tout le monde prétend faire de la planification ou de la gestion de patrimoine. Mais en fait, si vous regardez tous les intervenants, que ce soit les comptables, les avocats fiscalistes, les notaires, les conseillers en assurance, les conseillers en placement ou les conseillers bancaires, tout le monde travaille en silo. Je compare un peu la planification à un cube Rubik. Il y a 6 facettes. Chacune des facettes, que ce soit au niveau légal, fiscal. Ce qu'on tente de faire, c'est que le bas droit sait ce que le bas gauche fait. Puis le deuxième élément qui nous caractérise, je pense, c'est, comme je disais tantôt, l'industrie étant basée sur ses besoins. Nous, on dit que le premier influent dans la décision chez un être humain, ce ne sont pas ses besoins, ce sont ses valeurs. Puis les gens, a priori, en mauvais français, les gens ne savent même pas la différence entre ce qu'ils pensent qu'ils veulent et ce qu'ils veulent vraiment. Pourquoi? Parce que, justement, les besoins et les valeurs viennent se confronter aux autres, les unes aux autres. Alors, dans un processus de planification, ça peut nous prendre 8 à 18 mois juste de faire la différence entre ce que le client pense qu'il veut et ce qu'il veut réellement. Oui, tout à fait. Il faut aller en profondeur, comme on dit. Simon, à sa question, à son tour. Quels sont vos défis à venir? Je dirais nos défis, on est dans une industrie où il y a plusieurs intervenants, j'en parlais tantôt, soit les institutions financières ou différents conseillers. C'est qu'on vienne qu'à décloisonner les différents intervenants, puis que effectivement, tout le monde peut se travailler ensemble, qu'on n'a pas les contraintes comme, par exemple, la COVAM au Canada. Oui, d'accord. Intéressant. Et on se tourne du côté maintenant de Simon, qui a aussi des défis, quoique bien différents, fort intéressants au quotidien. On a plongé dans son univers et on vous présente ce reportage. Chez Plancher Select, c'est charmant, c'est intéressant. Il y a une belle équipe. Et puis, une équipe grandissante et surtout un espace intéressant avec des gens sympathiques comme Simon. Bonjour, Nicolas. Très bien, vous? Ben oui, bien merci. Simon, il faut que tu nous parles d'abord de tes débuts ici, mais avant tout, pour ne pas passer à côté de la passion pour, on va le dire, l'entrepreneuriat, parce qu'il faut s'entreprendre, qu'on parte quelque chose nous-mêmes ou qu'on signe éventuellement une entente pour acheter des parts.
comment est venu ton intérêt pour la business, entre autres, pour le domaine? Écoute, j'ai eu une opportunité que M. Leblanc et son fils m'ont donnée en 2012 de pouvoir m'intégrer ici. Bien. Puis j'ai sauté à pieds joints dedans, puis c'est un beau succès depuis. Là. Merveilleux, tant mieux. Tu travaillais déjà ici à ce moment-là? En 2012, j'ai commencé à travailler ici. En 2015, j'ai acheté des parts de l'entreprise, la moitié des parts. Ça, c'est intéressant. Une autre façon de s'impliquer et de devenir leader, forcément, devenir propriétaire, il y a toujours des gens qui nous inspirent dans le domaine qu'on pratique, dans lequel on pratique. Et toi, ça a été qui pour toi, par exemple? Si on peut nommer des noms? Bien, en fait, j'ai mes employeurs précédents, Richard Major puis Marc Lepage, qui m'ont inspiré, qui m'ont appris un peu les bases du métier. Le couvre-plancher en général, c'était très bien. Puis M. Leblanc également, qui m'a donné ma chance ici, là, que c'est des gens qui m'ont inspiré, c'est des gens d'affaires, puis c'est un beau modèle pour moi, c'est des beaux modèles. C'est précieux, surtout quand c'est dans le domaine qu'on a décidé d'embrasser, entre guillemets. C'est intéressant parce qu'on connaît les gestes et coutumes, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Donc, ça fait une bonne école, là. Hein? C'est une très bonne école. C'est des bons conseils. J'y remercie parce qu'ils m'ont vraiment apporté le succès que j'ai aujourd'hui. Bien. Comment ça se passe à partir du moment où, justement, tu as pris les rênes? Qu'est-ce qui a peut-être changé ou quelles étaient tes assises avant? En fait, on a changé pas mal la vision du commerce. On a une vision plus moyen haut de gamme, une vision beaucoup plus pro-service, un inventaire plus complet qui facilite la vente puis qui donne vraiment un goût d'acheter aux clients. Bien. Ça se passe beaucoup par Internet, à peu près dans tous les commerces maintenant, mais on aime bien être sécurisé, pouvoir passer en magasin. Et ça, tu as le meilleur des deux mondes, tu dirais? Tu as des gens qui viennent te voir, évidemment. Absolument. On a une grosse clientèle de détails. Le site Web est vraiment à jour, c'est bien fait. Puis on a une salle de monde qui est vraiment représentative, qui donne vraiment un goût. Là. Les technologies sont entrées dans la danse. Simon, tu l'as vécu depuis 2012. Tu as dû avoir vu de nouveaux produits et des tas de nouveaux produits apparaître. Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie depuis ces années-là, ou peut-être si on recule un peu avant? Je vous dirais que c'est assez stable. Le vinyle a fait son entrée beaucoup, mais nous, on croit un peu moins en le vinyle. Donc, on a vraiment beaucoup de planchers flottants, planchers de bois franc, planchers d'ingénierie pour les condos, tout ça. Bien. Le plancher de bois franc, encore la cote, jusqu'à quel point il s'est amélioré aussi avec les années? Il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus des deux tons, des largeurs qui sont plus larges maintenant. C'est possible de le faire en ingénierie. Bien. C'est vraiment bien. Et ça donne un look du tonnerre. Hein? C'est assez extraordinaire quand on rentre. Et surtout ici, il faut venir faire un tour parce que la meilleure façon de montrer ton produit, de démontrer ce que tu as, évidemment, qu'on voit des gens derrière, c'est la même chose, c'est de voir des échantillons à même le sol. On profite du sol. Ben oui, les échantillons sont là. Ça, tu as de belles réactions aussi. Hein? C'est pas partout qu'on trouve ça. Absolument. C'est vraiment notre façon de nous démarquer. Le choix est facile à faire pour les clients. On a vraiment un bel échantillon pour vraiment voir la couleur, les variations, les tonalités. Qu'est-ce qui est le plus en vogue en ce moment? Tu remarques que ces dernières années, tu disais ça, là. On n'a pas besoin d'accrocher un client ou de lui proposer, ça saute aux yeux, c'est ça qui est la Je vous dirais, le naturel revient beaucoup. Ah oui? Depuis 1 an et demi, 2 ans, le naturel est vraiment très tendance. Bon. Si on met trop un punch sur une couleur, un bleu ou une couleur qui ressort plus, on essaie plus de faire ça avec les accents de la maison et non avec le plancher. Il y a aussi tout l'aspect conseil sur lequel il faut revenir, Simon, parce que tu disais d'entrée de jeu, ça aussi, ça a fait une différence depuis ton entrée. Pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de conseillers. Hein? Il y a beaucoup plus de conseils qu'on offre à la clientèle, parce que des gens qui arrivent ici peut-être et qui ne savent pas trop, bien, les besoins sont différents selon si on est en condo, en maison, selon si c'est le sous-sol, si la pièce est éclairée ou pas. Exactement. Dans le fond, on a une belle équipe qui va vraiment bien conseiller, bien cerner les clients, les diriger vers les bons produits. Le service, c'est ce qui revient le plus souvent. Le service de la vendeuse ou le vendeur est vraiment très apprécié parce qu'on suit notre client du point A au point Z. Là. Très bien. On va parler de tous les services, justement. Parlons-en des services. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on installe? Est-ce que l'installation se fait? Je peux commander par Internet ou je dois venir commander? Comment ça se passe? Tout se passe par magasin pour l'instant. On regarde à se faire une plateforme interactive pour acheter en ligne. Bien. Mais pour l'instant, on est encore
Ça se passe vraiment en magasin. Je pense que faire un choix de plancher, c'est un achat qui est important. C'est vrai. Des fois, on préfère le voir en vrai qu'avoir une image, dépendamment des écrans. Des fois, ça peut atténuer un peu la couleur. Tout à fait. Tout à fait. Ça rend pas toujours justice. Il n'y a rien de plus beau que de venir le voir et de venir faire une petite danse peut-être sur ce beau plancher-là. Mais blague à part, c'est intéressant. Puis rapidement, on peut répondre aux besoins aussi. Donc, tant au niveau du service qu'au niveau de la livraison, de l'installation éventuellement. Ça se fait bien? Oui, on a un service de livraison. Vous me disiez tantôt l'installation. On peut faire l'installation, que ce soit de l'ingénierie, du bois franc, plancher flottant, céramique. On a des installateurs qui peuvent aller chez vous. On a même nos conseillers qui, à l'occasion, vont se déplacer chez nos clients pour vraiment leur donner le service complet, comme je vous disais, de voir dans leur chez eux les couleurs des armoires, les couleurs des murs. Même leur éclairage à la maison, des fois, peut jouer un peu sur la teinte du bois. Là. Ça varie et ça peut changer le menu. Mais c'était un plaisir, mon cher Simon. On te laisse aller parce que je vois qu'il y a une liste de clients. Là. Il y a finalement des gens qui t'attendent. Merci beaucoup. On te laisse travailler. C'est un plaisir, merci. Merci encore. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Autour de Gilles maintenant de poser sa question à Simon. Simon, j'aimerais ça que tu puisses me dire qu'est-ce qui te différencie de la compétition dans ton domaine, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Oui, bien en fait, on essaie de se démarquer beaucoup par le service à la clientèle. On est vraiment axé sur le service qui va faire une différence. On va se déplacer chez les clients pour aller leur faire des choix dans leur univers, dans leur éclairage, leur concept, leur maison. Puis j'ai aussi un inventaire assez important. J'ai beaucoup d'inventaire en stock qui fait qu'on a un avantage sur la compétition. Bien. C'est bien répondu, ça aussi. C'est clair. Hein? Ça donne le goût d'aller acheter chez vous. On avait déjà le goût. Mon cher Alain? Probablement que les trois ici, un des défis qu'on a, c'est la rétention du personnel. Comment vous faites dans votre domaine pour fidéliser vos employés et avoir une bonne rétention? Bien, en fait, je pense qu'il faut être à l'écoute des besoins des employés. On essaie d'avoir des horaires flexibles, travailler un peu à la maison, de donner une latitude aussi aux employés. Maintenant, la jeunesse rentre et c'est facile pour eux d'aller à gauche ou à droite. On essaie de vraiment être à l'écoute de nos employés. On les enferme, en fait. On met un gros cadenas. Confiance. Exactement. Cadenas en or. Oui, quand même, en or. Tu sais? Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un défi commun. Puis à peu près dans toutes les industries, la rétention du personnel, puis s'assurer que les gens soient heureux chez nous. Et je sais que vous le vivez, que vous faites tous les efforts nécessaires. Bien, messieurs, ça va vite en bonne compagnie, on le disait. Donc, c'est déjà la conclusion. On ne saurait vous laisser partir sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Gilles. Vous pouvez aller sur le site web, entre autres, de amelanda.com. Il y a aussi chamonixtoyota.com, mazdadelaval.com et saint-rosenda.com. Bien. Ça tombe bien, c'est un forfait de 5 sites web ce matin. Pour le même prix, mon cher Simon. Nous, c'est plancherselect.com. On a un site web actuel. D'accord, très bien. Merci infiniment. Merci, Simon. Et pour Alain? La tulipe avec 2P, consultant, tout d'un mot au pluriel.com. Très bien. Bien, merci à nouveau, messieurs, pour beaucoup votre belle et intéressante visite ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.